Bonjour à tous et bonjour Jean-Louis. Nous allons ensemble parler du Grand Prix d'Abu Dhabi qui a donc clôturé cette saison 2019 de Formule 1. Et Jean-Louis, j'ai envie de vous commencer en vous posant une question. Finalement, Hamilton a été à l'image de sa saison, c'est-à-dire impériale sur ce Grand Prix? Hamilton, Mercedes. Et j'oserais dire que ça fait 11 victoires pour Lewis Hamilton sur une saison de 21 Grands Prix. Franchement, c'est beau. C'est beau. Même si on ne l'aime pas, Hamilton, pour différentes raisons, vestimentaires, de tenue, d'amitié toujours un peu factice, etc., il reste quand même un pilote formidable. Je dirais avec, en dehors de tous les talents des pilotes de F1, naturellement, une intelligence quasi logicielle de la course. C'est le terme que j'ai employé pour Autoplus, parce que vraiment, c'est une mécanique à gagner, et là-dessus, sur ce plan-là, il est éblouissant. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Max Verstappen qui signe lui le 9e podium de cette saison 2019 de Formule 1. Il s'impose Jean-Louis comme le 3e homme du championnat. Il a bien essayé d'inquiéter Hamilton, mais finalement c'est plutôt avec les Ferrari qui s'est bataillé. Oui, et voilà, je me suis trompé, j'ai parié sur lui, on l'avait fait, hein, vous et moi, j'ai parié sur lui, parce que je pensais que la Red Bull, sur ce circuit très spécifique, qui tourne beaucoup d'Abu Dhabi, il se débrouillerait mieux que ça. Il a bien fait, hein, Marc, il a roulé, mais voilà, les Mercedes, je crois, étaient trop fortes. Je reviens d'ailleurs, c'est la signature d'une saison, hein. Les Mercedes, elles étaient imbattables. Alors bien sûr, on dit qu'elles ont dépassé les budgets, etc. Je veux bien le croire. Que l'an prochain, ça sera serré, la vis sera serrée. Je veux bien le croire aussi, mais enfin, Verstappen, là, il a été plus proche des Ferrari, vous l'avez dit. Les Ferrari, d'ailleurs, qui étaient assez moyennes sur ce Grand Prix aussi, alors qu'on les attendait. Je crois qu'il a eu aussi des problèmes de pneus qu'il n'a peut-être pas voulu souligner, Max, mais c'était compliqué pour lui. Et donc, effectivement, il s'est battu avec les Ferrari. Ceci posé, il fait un bon championnat, hein. Franchement, il est 3e. Derrière les deux Mercedes, difficile de faire mieux. On l'attendra effectivement en 2020, peut-être un peu plus haut dans le classement. Vous parliez des Ferrari, Charles Leclerc est donc 3e de ce Grand Prix. Je vais dire qu'il conserve sa place puisque son écurie, elle, a été pénalisée pour une erreur de déclaration de carburant. Alors je veux bien vos éclairages sur ce point. Et je veux bien, Jean-Louis, qu'on parle de cette stratégie à 2 arrêts dont Charles Leclerc a profité. Bien, je ne sais pas s'il a vraiment profité, parce que moi, je me demande qu'est-ce qui est passé dans la tête de Ferrari de faire 2 arrêts, là où tout le monde voulait en faire un. Alors, est-ce qu'on a voulu cacher 2 ou 3 choses qui ne marchaient pas sur la voiture? Est-ce qu'on a voulu faire quelque chose d'original? On sait qu'un arrêt, c'est 22 secondes. On peut tourner le problème dans tous les sens. Il y a quelquefois, c'est 20, quelquefois, c'est 25. Mais là, bon, ça coûtait entre 20 et 22. Bref, pourquoi ça? Alors que tout le monde a fait l'inverse. Quand je dis tout le monde, les grandes équipes. Vous m'avez également parlé de Charles Leclerc spécifiquement. Je ne l'ai pas trouvé en forme au départ du Grand Prix. Je l'ai bien vu, j'étais là, j'étais à côté de lui. Il n'a voulu parler à personne. Il a donné une seule interview, alors que généralement c'est quelqu'un de plutôt cool. Et je me demande si d'ailleurs l'histoire des pneus, des changements de pneus ne lui plaisait pas. Bon, il a salué la princesse de Monaco, voilà, ça c'est normal. C'est sa princesse après tout, hein, il est monégasque. Mais voilà, il n'était pas très en forme sur Leclerc. Je pense que quelque chose ne lui plaisait pas. Voilà, je ne l'ai pas trouvé aussi sympa, gentil, agréable, courtois que d'habitude. Donc, quelque chose ne fonctionnait pas. Et je pense que là, ça n'a pas été, sur ce plan-là, très bien. L'autre point, c'est la déclaration. Vous savez que on dit combien d'essence on met dans la voiture pour les tours d'installation sur la grille, le tour de formation, les aléas éventuels, le dernier tour après le tour d'honneur, si vous voulez. Et là, bon, il y a 4,88 kg d'essence qui se promènent quelque part, je ne sais pas où. Ça fait 5 kilos, ça fait quand même beaucoup. Alors c'est une erreur de chiffre, c'est une erreur de retranscription. C'est une véritable erreur ou c'est quelque chose de pire? Bref, en tout cas, je pense que c'était la fin de la saison. Tout le monde était un peu fatigué. Il est tard le soir. On a mis 50 000 € d'amende à Ferrari, voilà, point, en leur disant ne recommencez pas. Mais Charles, lui, il a conservé ses points, et heureusement, parce que je préfère qu'on pénalise l'équipe pour des erreurs pareilles plutôt que le pilote qui, lui, s'est battu comme il a pu pendant la course. Mais est-ce que finalement, le problème qui a été déclaré avant même de prendre le départ ne l'a pas impacté et il s'est dit effectivement, je refuse de faire des interviews parce que tout le monde va me parler de ça
et je vais peut-être me déconcentrer. Oui, alors je pourrais vous répondre oui, mais ça n'a pas fait je veux dire, les discussions d'avant le départ, ça. J'en ai connu des salles de presse. Il n'y avait pas la salle de presse et les journalistes à feu et à sang là-dedans, ni aucune des équipes d'ailleurs. Et donc, je me demande s'il était vraiment au courant de tout ça. Je ne crois pas qu'on l'aurait mis au courant, hein, franchement. Mais c'est un peu curieux, je le répète, de la part d'une équipe dirigée par Mattia Binotto. Je fais un petit pied de nez à l'histoire. Mattia Binotto, moi je l'ai vu débuter, c'est lui qui s'occupait du carburant de Michael Schumacher, et de Michael Schumacher seulement. Et je peux vous dire que Michael, il lui fallait pas 1 kilo de plus ou 1 kilo de moins, bref. Et donc tout d'un coup, là, on a une erreur, bien des années après, du patron, qui est devenu Mattia, de 5 kilos, et on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est la question que je continue à poser. Un autre pilote n'a pas démérité non plus, c'est Valtteri Bottas. Il a gagné 16 places en 55 tours après être parti le dernier sur la grille. Et il a même gagné ses places avec une bonne partie sans DRS. Jean-Louis, preuve s'il en fallait une encore, que les Mercedes étaient les plus rapides du plateau? Oui, parce que effectivement, sur les quasiment 20 premiers tours, le DRS n'a pas fonctionné. Et il y a eu un court-jeu informatique, on va dire ça comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais vous savez que c'est une opération terrible, le DRS. Les voitures sont reliées à la direction de course, qui elle-même est reliée à des contrôles, etc. Et bon, hop, ça ne fonctionnait pas là-dedans. Il y a eu un bug. Bref, pas de DRS. Il est remonté, il a fait ce qu'il pouvait. Vous savez qu'il est parti avec, aux essais avec le moteur Mercedes de 2020. Et ils ont dit qu'il y avait un problème dessus. Je ne crois pas qu'il y ait eu un problème, parce qu'il avait fait plutôt des bons temps. Mais sauf que c'était la première fois qu'on le mettait à l'épreuve. Aux essais, ce moteur-là, et qu'on l'a démonté pour voir comment il était. Et on lui a remis un autre moteur. Donc, de toute façon, il était dernier sur la grille. Voilà, il a fait sa remontée. Mais vous l'avez dit, ça, c'est une preuve que les Mercedes, elles bombardaient et qu'elles continuent de bombarder. En tout cas, sur le nouveau moteur 2020, il n'y a rien à dire, il marchait. Voilà, jusqu'aux qualifications. Il y a un autre moteur qui marche bien, alors pas chez l'écurie principale, mais chez l'écurie cliente, c'est chez McLaren. Les deux pilotes terminent tous les deux dans les points et Carlos Sainz, avec sa 10e place, permet de décrocher un point qui lui permet de devancer Pierre Gasly. Et oui, et il a décroché ce point dans le dernier tour, et ça fait qu'il y a, oui, effectivement, un point d'écart, alors qu'ils étaient ils étaient ex aequo, pas quasiment, ils étaient ex aequo. Et donc, eh bien, chez McLaren, on a profité de ce moteur Renault, qui marche pas mal chez McLaren, il faut dire les choses comme elles sont. Il marche moins bien du côté de l'écurie principale française. Bref, moi je crois que c'est bien. Norris était assez ému à la fin de la course. C'est sa première saison. Je suis obligé de dire c'est encore un enfant, hein, Norris. Hein. Il a été bon en tout cas. C'est encore un enfant. Moi il m'émerveille parce que j'aime bien les gens comme ça, sans arrière-pensée, qui se livrent à fond. Bon, puis Sainz, il faut dire les choses comme elles sont. Sainz, je pense qu'on doit signaler quand même qu'il a fait des progrès. Moi j'étais le premier à le critiquer pour ce que je vais résumer en disant des coups de volant erratiques. Et là, quand même, il a, cette année, marqué son équipe. Je pense que chez McLaren, justement, on n'admet pas trop les bêtises et qu'il a dû vraiment réfléchir. Donc, progresser comme ça, c'est bien, bravo Sainz. Alors, on parlait de la 6e place du championnat du monde des pilotes. Je ne peux pas m'empêcher de parler de Pierre Gasly. Il a, lui, été victime, pour le coup, d'un sandwich avec une Racing Point au départ de la course. Oui, les deux même, les deux Racing Point. Il y en a une qui l'a envoyé dans l'autre. Et voilà, ça fichu sa course en l'air. Et quand vous partez loin comme ça, plus d'une minute d'arrêt pour changer l'aileron avant. Voilà, il a fait une course anonyme et il n'a pas pu se défendre contre Sainz. Longtemps, Sainz était 11e. Enfin, ne marquait pas de points. Je lui dis, bon, Pierre, il va tenir le coup. Et non, il ne pouvait pas. C'est Sainz qui a marqué. Mais enfin, bon, Pierre, on se souviendra de sa 2e place au Brésil. Hein. C'est ça l'essentiel. Pour lui, tout se résume à ça. Et je pense que pour nous, le sport automobile français, c'est important, cette 2e place. Donc, on ne va pas trop parler de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Bon, on a fait des choix et j'ai décidé de vous parler de Renault avec cette 5e place finalement acquise. Le bilan est globalement plutôt décevant, Jean-Louis, malgré cette 5e position au championnat. Alors décevant, je vais même aller plus loin, médiocre. Médiocre parce que moi je m'attendais à beaucoup mieux et c'était le plan. Hein. On se rappelle, 2016, 17, 18, première partie. À partir de 2019, les points et quelquevoir des podiums, on n'a pas eu ça. Et donc c'est pour ça que je qualifie la saison de médiocre. Ceci posé, j'ai eu accès aux chiffres.
Et les chiffres, si vous voulez, on va parler de l'excellence. Quand on parle de Renault, je pense tout de suite à Honda et au moteur. Honda, son moteur, vraiment a fait des performances terribles par rapport aux années passées, mais le budget cette année de Honda pour le moteur était de 450 millions d'euros. Renault, le budget est de 350 millions d'euros pour le moteur et la voiture. Et donc, eh ben ça se mesure aux performances. Alors, à Cyril Abitboul, le patron de l'équipe, eh bien, il faut décrocher des budgets supplémentaires. Et surtout, il doit absolument régler, en dehors de tas de petits détails qui ne vont pas. J'ouvre une parenthèse, Renault, c'est une écurie qui devrait être au niveau extérieur, comme Mercedes ou Ferrari, des boîtes d'usine, des écuries d'usine, un gros constructeur. Ils ne le sont pas du tout, ils sont quasiment anonymes. On ne parle pas d'eux, on les voit vaguement de loin. Et ça, Cyril Abitboul devra régler ça, et surtout régler le problème de Enstone, où il faut vraiment un patron dans l'équipe. Alors, où vous choisissez un patron, comme il y avait Flavio Briatore, à l'époque ils sont devenus champions du monde, où Flavio, il n'hésitait pas à dégainer son revolver et tirer dessus. Voilà. Donc tout le monde marchait droit dans l'équipe à Enstone. Ou bien la solution vient peut-être de Pat Fry, qui a été un directeur technique chez Ferrari et chez McLaren. Il n'a pas été, éblouissant, formidable, mais bref, il est britannique et il pourrait, il connaît bien ce milieu-là, et il pourrait diriger Enstone, ça ne serait pas si mal que ça. Voilà, maintenant, vous et moi, on va attendre ce qui va se produire dans les semaines qui viennent, pour voir si Renault a pris une vraie décision, et une vraie décision qui entraînerait un vrai changement. Un tweet n'est pas passé inaperçu, Jean-Louis, ce week-end, c'est celui de l'annonce de votre retraite. Alors moi, j'aimerais que vous me rassuriez et rassuriez tous ceux qui nous regardent. Alors ce sont mes amis de RTL qui ont tweeté. Ils ont eu raison, puisque je leur ai dit que je ne me déplacerai plus. Je fais ce métier-là depuis 1979. Alors j'en suis entre 580 et 590, j'arrive jamais à tomber d'accord avec moi-même, donc ça va. Grand Prix, mais ça veut dire des tours du monde et des tours du monde, hein, depuis 1979, et donc je ne veux plus me déplacer. Il y a aussi une raison à ça, il n'y a pas que des raisons économiques ou des raisons de fatigue, c'est que la Formule 1 n'est plus celle que j'ai vraiment connue, et on était un groupe. On était un groupe de personnes. Je vais vous donner des exemples. Paul Ricard, on pariait, vous savez, je vous avais déjà raconté ça, on pariait, et là, qu'est-ce qui arrive vers moi? Nelson Piquet, il me dit, tu joues sur qui? Je lui dis, je joue sur moi, je vais gagner. Il avait gagné d'ailleurs, par parenthèse, donc j'avais gagné de l'argent. Mais voilà, Nelson Piquet, vous croisiez Senna, dis-moi, Ayrton, comment tu passais dans la parabolique? Parce que tu as dit quelque chose que je n'ai pas bien compris. Senna vous disait, voilà, parabolique, je fais ci, je fais ça, telle vitesse, voilà la manière d'entrer, voilà la manière de freiner, etc. Ou vous croisiez Jacques Lafitte, vous savez, à un moment donné, je me souviens très bien de cette phrase parce qu'il m'a injurié. À un moment donné, il y avait les feux rouges et les feux verts qui s'allumaient. Et je lui dis, mais alors, quel temps de réflexe au feu vert, etc. Et il me traite de couillon. Il dit, mais non, on ne démarre pas au feu vert, on démarre quand le rouge s'éteint. Voilà. Ça, c'est une période de ma vie qui a été formidable pendant, 20, 30 ans. Maintenant, c'est plus la même chose. Vous regrettez le manque de dialogue? Oui, le manque de dialogue, voilà, cet échange un peu privé. Maintenant, vous allez arriver dans la salle de presse, il y a chaque écurie a imposé au mur, voilà, tel pilote parlera à telle heure, là, Hamilton parlera à telle heure, vendredi, telle heure samedi, Toto Wolff parlera. Mais c'est trop Mercedes, Ferrari, tout le monde fait ça. Et tous les journalistes sont là, prennent des photos, prennent des notes. Bon, alors il faut que je n'oublie pas que Hülkenberg parlera à telle heure, Ricardo. Ça, c'est plus la F1. Tout le monde est en groupe. Et ça, c'est de la communication qui me défaisait un peu sur la F1. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je ne veux plus me déplacer. Ça ne veut pas dire qu'on ne continuera pas à commenter un peu les Grands Prix ensemble. Voilà. Merci Jean-Louis pour cet éclairage.